Nous sommes en 133 avant Jésus-Christ. La Numidie est sous le règne de Micipsa. Carthage a été détruite, et Rome est maintenant la seule puissance de la région. Elle va pouvoir coloniser tout ce qu'elle peut. Pour l'instant, elle est en guerre en Ibérie. C'est le général Scipion Émilien qui dirige les opérations. Parmi ses troupes, il y a le jeune Jugurtha. C'est le neveu du roi numide. Jugurtha va vite montrer ses qualités militaires et va s'attirer la sympathie du général. Scipion Émilien va demander à Micipsa de faire de Jugurtha un héritier au trône. Micipsa accepte à contre-cœur et adopte son neveu. Jugurtha va donc partager le trône avec les deux vrais fils de Micipsa, Hyapsal et Adherbal. Quand Micipsa meurt, en moins 118, les trois héritiers sont censés se partager le pouvoir, à la manière de la génération précédente. L'un serait chargé de la guerre, l'autre serait chargé de l'économie et de la justice, et le troisième serait le roi officiel. Mais un conflit éclate entre Jugurtha et ses deux cousins. Ils vont préférer diviser le royaume et accorder une partie à chacun. Jugurtha prend la partie ouest du pays, et les deux frères prennent la partie orientale, et la ville de Cirta. Le conflit est présenté par les auteurs romains comme un conflit personnel, entre un cousin qui serait sans foi ni loi, et deux frères qui seraient braves et gentils. En réalité, ce n'est que la version romaine des faits. Le conflit pourrait très bien être un conflit d'ordre politique. Jugurtha semble avoir une vision plus indépendantiste que ses deux cousins. Il est conscient que la chute de Carthage laisse le champ à Rome pour tout conquérir, et il sait que le modèle économique de Rome consiste justement à se financer en confisquant des terres et en faisant payer de lourds impôts au peuple conquis. Il se méfie de Rome. Jugurtha se contente pour l'instant de la partie ouest du pays, mais souhaite en réalité évincer ses deux cousins. Il commence par en faire assassiner un, le jeune Hyapsal. Cet assassinat va épouvanter toute la Numidie. Mais Jugurtha est un militaire, et il a le soutien de l'armée. Il réunit ses troupes et il envahit Cirta. Adherbal s'enfuit à Rome et porte plainte contre Jugurtha. Il exige l'intervention de Rome contre celui qu'il appelle le pire scélérat que la terre ait jamais porté. Le problème, Jugurtha a beaucoup d'amis à Rome, il connaît la mentalité des Romains. Il s'envoie lui aussi à Rome et réussit à corrompre les magistrats. Lors du procès, les deux Numides ressortiront avec un statu quo. Le royaume est officiellement divisé en deux, et Rome se charge maintenant de maintenir la paix. Au retour en Numidie, Jugurtha sait que son cousin l'attaquera un jour ou l'autre, donc il anticipe et décide d'attaquer le premier. Dès l'arrivée, il chasse Adherbal et marche sur Cirta. Rome est informé de ses agissements. Le Sénat envoie des diplomates à Cirta pour régler le conflit. Mais Jugurtha ne se réconcilie pas. Il fait assassiner son rival. Dans la foulée, il en profite pour massacrer les commerçants romains qui vivaient dans la ville. C'en est trop pour Rome. Le Sénat condamne Jugurtha à mort et décide que la Numidie serait dorénavant administrée directement. C'est le début de la guerre. En moins 112, la Légion débarque en Afrique. Jugurtha comprend qu'il n'a aucune chance en combat frontal. Il décide alors de temporiser et se rend. Il va à Rome pour subir son procès. Lors de ce procès, il réussit encore une fois à soudoyer des magistrats. Il perd son royaume, mais garde sa liberté. Dans la foulée, il fait secrètement tuer un autre de ses cousins qui était susceptible d'être nommé roi par les Romains. Sur le chemin du retour, il laisse cette phrase rester célèbre: « Ô Rome, ville à vendre, tu périras si tu trouves un acheteur. » Une fois de retour en Numidie, il reprend les hostilités. Il applique une stratégie de guérilla. Il attaque les légions romaines par surprise et se replie à chaque fois dans un endroit différent. Partout où il passe, il appelle les tribus numides à rallier sa cause. Il les exhorte à résister à l'envahisseur romain. En moins 110, il réussit à faire une attaque massive dans le camp du général Aulus, en pleine nuit. Les dégâts sont énormes côté romain. L'armée est décimée et tous les mercenaires ont rejoint Jugurtha. Jugurtha est en position de force. Il donne 10 jours à Aulus pour quitter le pays, lui et le peu de soldats qui lui restent. À Rome, c'est la désolation. Tout le monde crie vengeance. On envoie alors un nouveau général en Numidie pour reprendre la guerre. Le général Metellus. Metellus récupère une armée démoralisée et indisciplinée. Il part en guerre mais a du mal à vaincre Jugurtha. Son armée subit une embuscade le long du fleuve de Mutule. Metellus est mis à mal par Jugurtha. C'est le jeune lieutenant Marius qui a réussi à éviter aux Romains d'être taillés en pièces. Il remobilise l'armée et réussit à renverser la vapeur. L'armée romaine se remet à la poursuite de Jugurtha. Ils se mettent à piller les villes et à incendier les campagnes. Au fur et à mesure de ces opérations, Marius gagne le respect de l'armée et du peuple romain. Il réussit à faire reculer Jugurtha et assiège une à une les grandes villes de Numidie. Militairement, Jugurtha est en train de perdre. Il quitte la Numidie et tente de rallier à sa cause les Gétules et les Maures. Il trouve refuge chez Bocchus, le roi de Maurétanie. Jugurtha attend beaucoup de cette alliance. Il espère que Bocchus lui fournira une armée et qu'ensemble ils combattront les Romains. Les deux hommes sont liés par des liens familiaux. Jugurtha est le gendre de Bocchus. Mais en réalité, Bocchus avait passé un pacte secret avec Rome. Il a promis au sénateur Sylla de livrer Jugurtha, en échange de quoi il recevrait une partie de la Numidie. Jugurtha est donc livré aux Romains. Il sera traîné derrière un chariot le jour du triomphe de Marius et mourra étranglé dans son cachot. Les Romains remercient le roi Bocchus et lui donnent une grande partie de la Numidie. Son royaume va maintenant de l'Atlantique jusqu'à la Soumame. Désormais, la partie ouest de l'Algérie portera le nom de Maurétanie. Selon les époques, elle sera plus ou moins indépendante, mais elle sera considérée comme faisant partie du même grand ensemble que le Maroc actuel.
La Numidie n'est dorénavant plus que la partie est du royaume. Le nom Numidie ne désigne plus que le nord constantinois, les Aurès et une partie du centre de la Tunisie. Après la mort de Jugurtha, cette partie reste sous le joug romain. Pour maintenir l'ordre et ne pas créer de troubles après une guerre qui a causé de nombreux massacres, les Romains préfèrent placer un roi fantoche. Ce roi doit de préférence être de sang royal pour mieux être accepté. Un personnage correspond au profil, Gauda, le frère de Jugurtha. Ce dernier est décrit comme un peu simple d'esprit, on pense même qu'il serait atteint d'une maladie mentale. Il serait très bien manipulable et son statut familial le rend légitime aux yeux de son peuple. Les Romains vont tout de même installer des soldats en Numidie. On leur donne des lopins de terre et on amène des gétules travailler pour eux. Ces militaires sont installés sur la partie orientale de la Numidie. Ils servent en quelque sorte de tampon entre la province d'Afrique et les Aurès. En cas de révolte, ils seront en première position. En plus, en amenant des gétules, on s'attire leur sympathie et on pourra s'en servir comme mercenaires contre les Numides en cas de guerre. On sait jamais. La région connaîtra une relative période de paix pendant un demi-siècle. Pendant ce temps, c'est à Rome que la paix civile est menacée. Des tensions sont en train de monter entre deux courants politiques. D'un côté, les optimates, les représentants des patriciens, c'est-à-dire de la noblesse romaine, et de l'autre, les populares, le parti de la plèbe, du peuple. Il faut bien comprendre le conflit entre ces deux partis, car c'est lui qui a changé Rome à tout jamais. Quand Rome a commencé à faire des conquêtes, il y a quelques décennies, il y a eu un nombre conséquent d'esclaves qui ont été pris sur les terres conquises. C'était le cas par exemple lorsqu'ils ont conquis Carthage. Ces esclaves sont de la main-d'œuvre quasi gratuite, il suffit juste de leur donner à manger. En les amenant à Rome, ils ont permis aux riches propriétaires terriens de s'enrichir encore plus. Mais, le contre-coup, c'est qu'ils ont causé la paupérisation des petits paysans. Ça a entraîné un exode rural massif à Rome et un accroissement des pauvres, avec tout ce qui s'ensuit, insécurité, émeutes, etc. La situation devenait intenable et il fallait trouver une solution. Les populares, le parti de la plèbe, proposent de financer les pauvres en faisant des conquêtes et en revendant les terres. En revendant les terres, on pourrait acheter du blé et le donner aux pauvres. Les populares proposent, en d'autres termes, de régler les problèmes causés par la colonisation en faisant encore plus de colonisation. L'opposition entre les optimates et les populares sera personnifiée par le conflit entre Sylla, le patricien, et Marius, le plébéien. Vous vous souvenez de Marius et de Sylla? Marius était le lieutenant qui a battu militairement Jugurtha, et Sylla l'homme politique qui a négocié avec le roi Bocchus la capture de Jugurtha. Au retour à Rome, Marius, qui avait presque gagné la guerre, a eu un triomphe mitigé à cause de Sylla. Alors il lui en voulait, car il lui a en quelque sorte volé la vedette. Sylla narguait Marius et avait même fait fabriquer une bague dans laquelle était dessinée la scène de la trahison de Bocchus. Il signait tous ses documents avec ça et ça mettait Marius dans une rage folle. Les deux parties sont entrées en conflit ouvert dans lequel chacun faisait de la propagande contre l'autre. Ça a fini en guerre civile. Guerre au pluriel. Il y en a eu deux. On passera les détails, mais il faut savoir qu'à un moment donné, Marius fuit en Afrique. Il est reçu par Yempsal, le roi de la Numidie. Yempsal est le fils de Gauda. Sa famille est alliée à Sylla, car c'était Sylla qui avait mis Gauda sur le trône. Yempsal tente de capturer Marius pour le livrer à Sylla, mais Marius réussit à s'enfuir. Et pour se venger, il va soutenir un coup d'état en Numidie. Yempsal est chassé du trône, et il ne retrouvera son trône que 2 ans plus tard, avec l'aide d'un allié de Sylla, Pompée. Ce même Pompée sera impliqué dans un autre conflit, la Troisième Guerre civile romaine. La Troisième Guerre civile fait suite aux 2 guerres civiles causées par Marius et Sylla. Là encore, on a les optimates contre les populares. Pompée est le leader des optimates. Il est opposé à Jules César. Jules César est issu d'une famille noble, mais il est devenu leader auprès de la plèbe en raison de ses positions populistes. Il promet aux Romains de leur donner du blé et de coloniser de nouvelles terres pour les offrir aux petits paysans romains. César venait de gagner des victoires de prestige en Gaule. Il profite de sa popularité auprès de son armée et marche sur Rome. Il conquiert le pouvoir. Pompée et ses partisans doivent fuir. Ils vont d'abord en Grèce puis en Égypte. En Égypte, Pompée est fait assassiner par le pharaon qui l'a reçu. Les partisans de Pompée s'enfuient encore et se réfugient cette fois en Numidie, chez le roi Juba, le fils de Yempsal. César fait envoyer une armée en Afrique à leur trousse. Juba a une dette morale envers les optimates. Déjà, c'était Pompée qui avait remis son père sur le trône après le coup d'état. Juba a également une rancœur envers César, car César l'avait humilié publiquement à Rome des années auparavant. Mais il a surtout des intérêts à défendre. La politique des populares se base sur une extension du territoire romain et une confiscation massive des terres au profit des citoyens romains. Juba sait qu'une victoire de César signifie purement et simplement la colonisation de son pays. César envoie le général Curion en Afrique. Curion était un homme un peu arrogant qui avait déclaré au Sénat qu'il fallait tout simplement annexer la Numidie. Une fois sur le sol numide, Juba l'a taillé en morceaux. Son armée est littéralement annihilée. Curion a dû s'enfuir par la mer avec quelques soldats, et les autres, qui sont restés, se sont fait capturer puis tuer jusqu'au dernier. Et puis tant pis pour la rançon. Juba est déclaré ennemi public de Rome.
César décide de rejoindre l'Afrique et de participer lui-même aux opérations. Il s'allie au roi de Maurétanie, Bocchus II, en lui promettant une partie de la Numidie. Bocchus II était le petit-fils de Bocchus I, qui avait livré Jugurtha à Rome. Ils ont le même nom, mais ce sont deux personnes différentes. Au moment où César arrive, Juba est encerclé. À l'ouest, il est attaqué par le roi de Maurétanie. À l'est, le proconsul d'Afrique est un partisan de César. Et au sud, les Gétules sont en tension avec les Numides depuis que les Romains les avaient installés sur le territoire numide. César débarque à Hadrumète, l'actuelle ville de Sousse en Tunisie. Juba tente d'y aller pour le combattre, mais il doit vite faire demi-tour. Bocchus de Maurétanie avait profité de son absence pour attaquer Cirta. Mais Juba arrive trop tard et la ville est déjà prise. Les partisans de Pompée, quant à eux, sont battus par César à Thapsus. Juba tente de se replier vers la ville de Zama, où habitait sa famille, mais les habitants lui refusent l'accès. Juba reste seul, il sait que la défaite est inévitable. Il préfère alors se donner la mort lui-même, plutôt que d'être fait prisonnier et traîné derrière un chariot à la gloire de César comme un vulgaire trophée. Comme convenu, Bocchus reçoit une partie de la Numidie. Il reçoit en récompense la petite Kabylie et la région de Sétif. Ce qui reste de la Numidie sera annexé par Rome et ajouté à la province d'Afrique. Elle prend le nom d'Africa Nova, l'Afrique nouvelle. Une colonie est créée au nord de Cirta et est donnée à un militaire romain du nom de Publius Sitius, qui avait participé à la guerre. Cette colonie est le résultat de la politique de César, qui promettait de donner des terres à des colons. Mais surtout, elle sert de zone tampon entre l'Afrique romanisée et les zones tribales de Petite Kabylie. En disposant des militaires à cet endroit, on assure la sécurité des zones les plus romanisées. Cette colonie, ainsi que les territoires donnés au roi Bocchus de Maurétanie, appartenaient à un roi qui s'appelait Massinissa II. Massinissa II était un roi numide, associé à Juba. Son fils, Arabion, va tenter de récupérer les terres. Il est très populaire dans la région, les tribus locales le considèrent comme le seul vrai roi. Arabion réussit à tuer Publius Sitius et à reprendre son royaume. Mais sa victoire est de courte durée et il meurt 4 ans à peine après avoir retrouvé son royaume. À la mort d'Arabion, il n'existe plus de royaume en Numidie. C'est le début d'un long processus de romanisation. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode où on parlera de la Numidie romaine et du royaume de Maurétanie.